Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de la première séance de la théorie spectrale. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui on va voir un opérateur, l'un des opérateurs les plus connus, et qui s'appelle l'opérateur shift ou l'opérateur à décalage. Donc, c'est parti. Alors, deuxième exercice, c'est l'espace de Hilbert L2 de n, qui est l'espace des suites complexes, sommables, carrés sommables. Première question, il nous demande de montrer que l'espace L2 n muni du produit scalaire qu'ils ont défini est un espace de Hilbert. Alors pour montrer pour répondre à cette question, eh bien, elle est un peu technique. Donc la procédure, elle est toujours la même. Vous prenez une suite de Cauchy et vous montrez que cette suite de Cauchy, en fait, elle converge vers un élément de cet espace. Elle se divise en trois parties. C'est de trouver le bon candidat à votre suite. Et deuxième point, c'est que vous devez montrer que en fait, ce que vous avez trouvé comme candidat, eh bien, il appartient bien à cet espace-là. Et ensuite, troisième partie, vous allez montrer que cette suite, la suite de Cauchy que vous avez pris, converge bien dans cet espace-là vers le bon candidat que vous avez trouvé. Donc c'est parti. Alors déjà, L2, L2, N est bien un espace, vectoriel. Normé, oui, normé, puisqu'on nous a donné un produit scalaire. Donc c'est la norme qui sous-jacente, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, c'est la norme sous-jacente, un truc comme ça, qui est associée en fait au produit scalaire. Donc on a un espace vectoriel normé, muni d'un produit scalaire. Oui, je vais le marquer quand même. Muni d'un produit scalaire. C'est ce qui fait que c'est un espace de Hilbert. Voilà. Et donc, nous allons montrer. Donc, on prend une suite de Cauchy. Une suite de Cauchy de L2, N, puisqu'on veut montrer que c'est un espace complet. Qu'on va noter U. Enfin, U égale à U avec un exposant. Vous allez voir après pourquoi je préfère cette notation. Et donc, on va démontrer, on va trouver déjà le bon candidat. Donc, première partie, si je peux le dire. Donc, c'est une suite de Cauchy. Donc, pour tout epsilon, il existe un indice n0 qui appartient à n, tel que pour tout p et q supérieur ou égal à n0, on a up moins uq est inférieur strictement à epsilon. C'est-à-dire que la somme infinie en fait de la valeur absolue de u exposant p indice n, puisque c'est une suite de suites, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai mis le m en exposant, moins u exposant q indice n au carré est inférieur strictement à epsilon au carré, puisque normalement dans la norme on a la racine carrée. Donc ici je préfère travailler avec sans la racine carrée, et donc je multiplie je mets epsilon au carré. Donc soit n0 quelconque, qui soit fixe quoi,
appartenant à n, alors on a U exposant P indice 1, 0 moins U exposant Q indice n0, c'est inférieur ou égal donc à la somme infinie. À la somme infinie. Cette inégalité, elle est très simple à démontrer, puisque vous allez juste rajouter des termes positifs, strictement positifs, enfin positifs, pardon. Et donc, c'est forcément plus grand. Moins, donc c'est la somme infinie, enfin c'est inférieur ou égal à la somme infinie des UNP moins UNQ au carré, le tout en racine carrée, donc c'est inférieur à epsilon. Donc, on obtient norme de, enfin, valeur absolue ou, pardon. Alors, depuis tout à l'heure, je disais valeur absolue, c'est pas une valeur absolue puisque c'est une suite complexe, c'est la norme, c'est le module, voilà. Donc, module de U n0 P moins U n0 Q est strictement inférieur à epsilon. Donc la suite U n0 M avec M appartenant à N est de Cauchy. Sauf que cette suite appartient à C, c'est des nombres complexes pour tout M appartenant à N. Eh bien, C complet, ce qui implique que il existe une suite L n0, on va l'appeler L n0 qui appartient à C, telle que U n0 M converge L n0 quand M tend vers plus l'infini. Et donc la suite L n avec un n appartenant à grand N est en fait un bon candidat. Bien sûr, la suite Ln, elle est unique puisque on prend une suite de suites. Et bien, pour chaque n0 qu'on choisit, en fait, c'est n0, je l'ai pris quelconque. Donc, si vous voulez, l'unicité de la limite nous donne en fait l'unicité de cette suite Ln. Et donc, cette suite Ln est un bon candidat. Maintenant, il nous reste à montrer que cette suite Ln appartient bien à L2n, c'est-à-dire qu'elle est carré sommable, et en plus, notre suite de suite, qui est de Cauchy, converge bien vers cette suite. Donc, le deuxième point, on montre que L, qui est égal en fait à Ln n appartenant à grand N, appartient à L2 n. Oui, peut-être j'ai mal choisi les lettres parce que l'espace s'appelle L2 et ma limite s'appelle L. Mais bon, vous allez quand même faire la différence puisque l'espace de Hilbert L2, il a toujours le L2, quoi, exposant 2. Alors que la limite, elle n'a pas d'exposant, quoi. Et donc, on reprend l'inégalité qu'on avait avant, c'est-à-dire la somme, la somme infinie des modules de UNP moins UNQ est inférieure à epsilon au carré. On fait tendre P vers plus l'infini. Voilà. Et donc, on obtient
on obtient la somme de, quand n va de 0 jusqu'à m, la somme des m premiers termes du module de ln moins unq au carré inférieur strictement à epsilon au carré. Donc en fait, l'ensemble des sommes finies de modules des ln moins unq au carré est majoré. Et donc ce qu'on obtient, c'est que le module des ln moins unq au carré sont sommables en fait. C'est-à-dire la somme infinie des modules de ln moins unq au carré est inférieur à plus l'infini. Ou encore, ce qu'on peut dire, c'est que la suite, donc la suite des modules ln moins unq au carré, appartient à L2n. On peut même écrire mieux, c'est de dire que L moins UQ appartient à L2n. Or, c'est ici en fait la clé, c'est là où on va montrer que en fait cette limite L appartient à L2. Voilà, donc il ne faut pas oublier que L2n est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que on a la suite, on a UQ qui, elle, appartient à L2n. C'est une suite de L2. Et donc, comme c'est un espace vectoriel, donc L moins UQ appartient à L2. UQ appartient à L2, donc L forcément appartient à L2. Voilà, donc on a montré que L, enfin ce bon candidat qu'on a trouvé appartient à L2. Et bien, troisième point, on montre que en fait UN tend vers L quand n tend vers plus l'infini, et bien sûr dans L2, c'est-à-dire avec la norme de l'espace L2. Donc on revient à notre inégalité qu'on a vue un peu avant, qui est somme infinie des modules de Ln moins unq au carré inférieur à epsilon au carré. Donc il suffit juste d'écrire correctement les choses. Donc ce qu'on a, c'est que en fait c'est la norme de L moins UQ au carré. La norme, je vais mettre en indice, je vais mettre 2 pour savoir que c'est la norme de l'espace L2. Donc c'est inférieur strictement à epsilon au carré. Et donc, pour tout epsilon strictement supérieur à 0, il existe un n0 qu'on a pris depuis le début, bien sûr, de cette démonstration. Il existe un indice tel que pour tout n supérieur ou égal à cet indice-là, eh bien, on a la norme de L moins UN de inférieur strictement à epsilon. Donc, en fait, ce qu'on vient d'écrire, c'est juste la définition de la limite
de la suite U exposant n dans L2. Voilà, donc conclusion. U exposant n tend vers L quand n tend vers plus l'infini. Dans L2, oui. Si, voilà, pour dire que c'est dans L2 que ça converge. Voilà, donc on a montré les 3 étapes. On a trouvé le bon candidat, montré que ce candidat, eh bien, il appartient à l'espace L2 et que finalement, ce bon candidat, en fait, eh bien, c'est vraiment la limite de notre suite de Cauchy qu'on a pris au départ. Voilà. Et donc, on vient de montrer, on vient de prendre une suite de Cauchy dans L2 et montrer que elle converge. Donc, finalement, enfin, j'ai mis conclusion, mais la vraie conclusion, en fait, c'est que L2 n est un Hilbert. Voilà. Alors, deuxième question, petit b, on considère l'opérateur T, grand T, qui va de L2 dans L2. C'est un opérateur, en fait, c'est un opérateur très connu en théorie des opérateurs, qui est l'opérateur shift. C'est un opérateur qui prend une suite UN et qui décale, en fait, et donc vous allez avoir UN plus 1. Donc, il nous demande de montrer que T est borné surjective et calculer ensuite la norme de T. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va calculer, alors déjà T est clairement linéaire, donc je ne vais pas vous montrer que l'opérateur T est linéaire, on va montrer directement que T est borné. On a la norme de TU au carré, c'est égal à la somme infinie des modules de UN plus 1 au carré. Et donc, c'est égal en fait à la norme, c'est égal, pardon, à la somme infinie pardon, ici c'est 1, ça commence par 1 et non pas 0, des UN au carré, les modules des UN au carré. Et donc, en fait, c'est inférieur ou égal à, puisqu'on va rajouter un terme, donc ce terme-là n'est pas forcément égal à 0, donc c'est le module de U0 au carré plus la somme infinie des UN, des modules de UN au carré. Sauf que, en fait, c'est égal, ce que j'ai à la dernière inégalité, en fait, c'est exactement la norme de U, en fait. C'est égal à la somme infinie des modules de UN au carré, et c'est égal tout simplement à la norme de U au carré. Donc on vient de montrer en fait que T borné. Et comme vous le savez, pour calculer la norme d'un opérateur, c'est que vous montrez qu'elle est bornée et que vous allez montrer que c'est pas seulement inférieur ou égal à ce terme-là que vous avez trouvé, mais c'est en fait, on a une égalité. Donc on considère la suite U qui est égale à 0, 1, et ensuite ça reprend 0 jusqu'à l'infini. Pardon, ici c'est égal. Et donc UN en fait c'est égal à 1 si n égale à 1 et 0 pour le reste. Eh bien, U est bien dans L2N. C'est vraiment trivial à montrer. Donc on a bien, d'après la définition de l'opérateur T, on a TU, c'est égal en fait à 1, 0, 0, etc. Eh bien, la norme de TU
peut bien voir que c'est égal à 1 et norme de U égale à 1. Donc finalement, norme de TU, c'est égal à norme de U. Et là, eh bien, on a obtenu une égalité. Donc ce qui donne norme de T égale à 1. Voilà, donc on a montré que T est borné, on a calculé la norme, et maintenant on va montrer que T, en fait, l'opérateur est surjectif. Donc pour cela, on prend alors soit un vecteur dans L2, quelconque, oui, quelconque, et on considère la suite Vn qui est égale à 0 si n égale à 0 et un moins 1 si n est supérieur ou égal à 1. Et bien là aussi, on voit bien que V appartient à L2. Il appartient bien à L2 puisque U appartient à L2. On a T appliqué à V de n, c'est égal à Vn plus 1, qui est égal en fait à Un. Et donc T est surjective. En fait, on a pris un élément U dans L2, quelconque. Eh bien, on a montré que il existe un élément dans L2 aussi, tel que T appliqué à cet élément-là, c'est égal en fait à U. Donc c'est ce qui donne la surjectivité de l'opérateur. Alors maintenant, il nous demande de calculer l'adjointe de T, c'est-à-dire T étoile. Eh bien, soit U et W, ou non, pardon, U et V appartenant à L2 N croix L2 N. Alors, produit scalaire de TU V, c'est égal à somme infinie de UN plus 1 bar. Et donc, c'est égal à la somme infinie, mais qui commence par à partir de 1. C'est somme infinie de 1 jusqu'à plus infini de UN adjointe de Vn-1. Et donc, c'est égal à somme infinie de 1 UN. Je vais l'appeler R, oui. Je vais l'appeler opérateur R. Donc, c'est le conjugué de R, Vn. Alors, on doit donner une définition de l'opérateur R que je viens d'introduire quand même. Donc, c'est RVN, c'est égal à 0 si n égale à 0 et Vn moins 1 sinon. Donc, en fait, le produit scalaire de T appliqué à U scalaire V, c'est égal à somme infinie de UN conjugué de RVN. C'est égal en fait à produit scalaire de U et RV. Donc finalement, puisque on a un seul opérateur adjoint par unicité, on a l'adjointe de T, en fait, c'est égal à R. C'est-à-dire T étoile de V N, c'est égal à, c'est ce qu'on a écrit juste avant, 0 si n égale à 0,
et Vn-1 pour tout n supérieur ou égal à 1. Ensuite, question petit d, c'est de calculer les valeurs propres de l'opérateur t, c'est-à-dire sigma petit p de l'opérateur t, qui est en fait lambda appartenant à c tel que TUN c'est égal à lambda UN, avec U bien sûr appartenant à L2. Ceci équivaut à UN plus 1 égale à lambda UN. Eh bien, ceci veut dire que UN en fait c'est U suite géométrique de raison lambda. Voilà, donc oui, je vais pas écrire raison, oui, raison lambda, etc. Eh bien, puisque U appartient à L2, ça veut dire elle est carré sommable, donc forcément lambda appartient à en fait, oui, pardon. Lambda appartient à C tel que module de lambda est inférieur strictement à 1. Et donc finalement, le spectre ponctuel, ou les valeurs propres de T, c'est égal à lambda appartenant à C, tel que module de lambda est inférieur strictement à 1. Et enfin, dernière question, petit e, on montre que pour tout lambda appartenant à C, ou pour tout nombre complexe lambda, l'image de t moins lambda est dense. C'est-à-dire que t moins lambda est faiblement surjective, il me semble, c'est comme ça qu'on l'appelle, oui. C'est faiblement surjective. Alors je vais prendre peut-être une nouvelle page pour faire la démonstration en une seule fois. Donc je vais écrire petit e. On a vu que l'adjointe de t appliquée à petit u n, c'est égal en fait à 0 si n égale à 0, et un moins 1 si n est supérieur ou égal à 1. Donc on cherche les valeurs propres de l'adjointe. Les valeurs propres, donc c'est des lambda appartenant à C, telles que l'adjointe appliquée à U, c'est égal à lambda U. Alors si lambda égale à 0, donc on a forcément U égale à 0. Ce cas-là ne nous intéresse pas. Et donc sinon ce qu'on va avoir, vous allez voir pourquoi j'ai exclu ce cas-là. Donc sinon, si lambda n'égale pas à 0, donc on a un moins 1 égale à lambda un pour tout n appartenant à grand N. Et donc, puisque lambda n'égale pas à 0, donc un c'est égal à 1 sur lambda puissance n, u0. Or d'après la définition de l'adjointe de t, enfin, l'adjointe de t, elle est définie en sorte que u0 soit tout le temps nul. Donc, on a u0 égale à 0. Et donc, finalement, un égale à 0 pour tout n. Et donc, finalement, le noyau de t étoile moins le conjugué de lambda, en fait, c'est égal à l'élément neutre.
ou bien le spectre ponctuel de T étoile, c'est égal à l'ensemble vide. Alors pourquoi le noyau de T étoile moins lambda bar? Parce que c'est vrai pour tout lambda. Donc je prends lambda ou lambda bar, ça donne la même chose. Donc ce qui donne pour tout lambda appartenant à l'ensemble des nombres complexes, le noyau de T étoile moins lambda bar orthogonal, c'est égal à L de n. Or, d'après la question, le premier exercice, si vous vous rappelez, alors la question 1 petit a, enfin exercice 1 question petit a, le dernier point qu'on a vu, c'est que ce qu'on a vu, c'est que le noyau de T étoile moins le conjugué de lambda, c'est égal à l'image de T moins lambda. Et donc, le noyau de T étoile moins lambda orthogonal, c'est égal à l'image. C'est égal à l'image de... Oui, pardon, j'ai oublié orthogonal juste avant. Donc c'est égal à l'orthogonal de l'image de T moins lambda. Or, on a vu que l'orthogonal de l'image de T moins lambda, en fait, c'est la fermeture, c'est... j'allais vous dire fermeture séquentielle. Alors, parfois ça coïncide avec l'adhérence, et parfois c'est l'adhérence et la fermeture séquentielle, c'est vraiment différent. Donc ici, je vais vous dire adhérence, mais si vous voulez en savoir plus, ben, je vous conseille d'aller voir la différence entre fermeture séquentielle et adhérence. Donc adhérence de image de T moins lambda, et donc c'est égal à L de n. Bien sûr, cette dernière égalité, enfin le passage de l'orthogonal vers l'adhérence, vous devez le connaître. Dans les espaces de Hilbert, l'orthogonal de l'orthogonal, c'est l'adhérence de l'espace. Je vous l'ai dit déjà dans le premier exercice, et je vous le redis ici parce que peut-être vous l'avez oublié et que vous vous demandez pourquoi j'ai mis adhérence directement. Et donc, conclusion, ce qu'on vient de montrer, c'est que pour tout lambda appartenant au nombre complexe, l'image de T moins lambda est dense. Donc, conclusion. Pour tout lambda appartenant au nombre complexe, image de T moins lambda est dense. Voilà. Alors, juste petite remarque, on peut même le voir comme une deuxième méthode, mais il faut vraiment se rappeler du premier exercice. En fait, dans la première question petit b, on a montré que lambda est une valeur propre de l'opérateur A si et seulement si l'image de A étoile moins le conjugué de lambda n'est pas dense. Donc, en fait, dès qu'on a montré que pour tout lambda appartenant à C, lambda bar, oui, n'appartient pas au spectre ponctuel ou n'est pas une valeur propre de T étoile. Donc, d'après le premier exercice question petit b, elle nous dit que, en fait, c'est l'image de l'adjointe moins le conjugué du conjugué, enfin l'image, son image n'est pas dense. Voilà, est dense. Et on sait bien que image de conjugué du conjugué c'est égal à T moins lambda. Et donc
l'image de témoin lambda est dense. Voilà, donc vous aurez pu vous arrêter, vous aurez pu vous arrêter juste ici et vous allez directement en déduire en utilisant le premier exercice, ou sinon vous continuez et puis vous allez faire les mêmes étapes qu'on avait fait en premier exercice. Voilà, donc c'est la fin de cette deuxième partie. Et vous allez bientôt avoir la troisième partie avec quelques exemples d'opérateurs et calculs de valeurs propres, etc. Voilà. Et donc, je vous dis à très bientôt.